Mesdames et messieurs, chers amis, bonsoir. Permettez-moi tout d'abord de remercier et de féliciter les organisateurs et leurs partenaires pour la création et la réalisation de ce cycle de débats d'idées intitulé « Restitution et réparation de l'identité en contexte de post-conflit ». Cette initiative est le fruit d'un partenariat entre l'Oficina de Historia du Mozambique et la plateforme Mbenga Artes e Reflexões, deux organisations indépendantes animées par de jeunes journalistes et historiens mozambicains. Cet événement est soutenu et accueilli par le Centre culturel franco-mozambicain, par le Centro Cultural Mozambicano Alemão, le Goethe-Institut de Nairobi, Africano Filter de Nairobi. Il bénéficie du soutien de Rise Up Mozambique, dont la campagne de fundraising a permis de mettre en place ce cycle de débats. Le débat d'aujourd'hui, intitulé « Le musée des civilisations noires de Dakar, politique de la mémoire africaine », vient clôturer un cycle de 5 débats. Il est le deuxième à réunir un panel international, et cette fois-ci en langue française. Je suis donc très heureux d'ouvrir cette discussion entre 3 grands intellectuels et praticiens que j'ai eu la chance de rencontrer et de fréquenter à Dakar à partir de 2016. Le professeur Felwine Sarr, tout d'abord, écrivain et universitaire sénégalais. Il est Anne-Marie Bryan Distinguished Professor d'études romanes à l'université de Duke, en Caroline du Nord, après avoir enseigné à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, au Sénégal, où il est professeur titulaire des universités et agrégé en économie. Ses travaux académiques portent sur l'écologie des savoirs, la philosophie contemporaine africaine, les politiques économiques, l'épistémologie, l'anthropologie économique et l'histoire des idées religieuses. Il a publié à ce jour Daïge aux éditions Gallimard en 2009, 105 rue Carnot aux éditions Mémoire d'Encrier en 2011, Médiation africaine également chez Mémoire d'Encrier en 2012, Afrotopia en 2016 aux éditions Philippe Ray, Inchinubinchi, Mémoire d'Encrier 2017, Habiter le monde, encore chez Mémoire d'Encrier en 2017, Écrire l'Afrique monde, ouvrage co-dirigé avec Achille Bembe chez Philippe Ray en 2017, Restituer le patrimoine africain aux éditions Philippe Ray Seuil avec Bénédicte Savoie, et Politique des temps, co-dirigé avec Achille Bembe chez Philippe Ray toujours en 2019, ainsi que La saveur des derniers maîtres chez Philippe Ray encore en 2021, Traces chez Actes Sud en 2021, L'économie à venir, les liens qui libèrent en 2021 avec Gaël Giraud. La professeure Bénédicte Savoie, ensuite, ancienne élève de l'école normale supérieure Fontenay-Saint-Cloud, est depuis 2009 professeure d'histoire de l'art à l'Université technique de Berlin, où elle est titulaire d'une chaire consacrée à l'histoire de l'art comme histoire culturelle. Elle est l'auteure de nombreux ouvrages, dont Patrimoine annexé, les biens culturels saisis par la France en Allemagne autour de 1800, édition de la Maison des sciences de l'homme, notamment en 2003. Et tant d'autres ouvrages. Elle a publié également avec Felwine Sarr Restituer le patrimoine africain aux éditions Philippe Ray en 2018. Bénédicte Savoie est membre de l'Académie des sciences de Berlin. Elle a obtenu en 2016 le prix Gottfried Wilhelm Leibniz de la Deutsche Vorgunstgemeinschaft. Excusez-moi de la prononciation en allemand, je ne suis pas germanophone du tout. Bénédicte Savoie corrigera. Dernièrement paru en allemand, son livre Afrikas Kampf und seine Kunst est un livre de référence également. Et je n'oublie pas que la professeure Bénédicte Savoie est professeure au Collège de France également. Et enfin, le professeur Amadi Bokoum, directeur du musée des civilisations noires de Dakar, archéologue de formation, ancien directeur de l'IFAN, Cheikh Anta Diop, et auteur de plusieurs articles et ouvrages scientifiques de référence.
Il a occupé les fonctions notamment de directeur du patrimoine culturel du Sénégal de 2001 à 2015 et siégé comme expert au comité du patrimoine mondial de l'UNESCO de 2012 à 2015 et au Fonds mondial pour le patrimoine africain de 2010 à 2014. Il a préparé notamment les dossiers de nomination au patrimoine mondial de 3 paysages culturels, les mégalithes de Sénégambie, le delta du Saloum et le pays Bassari. Directeur de recherche, Amadi Bokoum est chercheur associé au CNRS et a été membre de la commission des fouilles du ministère français des Affaires étrangères. Il a conduit depuis plus de 30 ans des programmes archéologiques majeurs qui ont permis la formation de jeunes archéologues en Afrique et tissé des relations entre les universités africaines, américaines et européennes. Il occupe aujourd'hui les fonctions de directeur général du Musée des civilisations noires de Dakar. C'est avec lui notamment que nous avons travaillé à la restitution du sabre de El Hadj Oumar Tall, et cela reste pour moi un événement marquant de mes dernières années professionnelles. C'était le 17 novembre 2019 et il s'agissait là de la première restitution faisant suite à la déclaration du président français Emmanuel Macron le 28 novembre 2017 à Ouagadougou, qui annonçait vouloir d'ici 5 ans que les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain à l'Afrique. Plus récemment, le 9 novembre dernier, au musée du Quai Branly, nous avons assisté à un événement historique qui a encore illustré la volonté de la France de restituer le patrimoine aux États africains. 26 œuvres d'Amomey ont été restituées au Bénin, dont la statue du roi Guézo, après un long processus que le président Patrick Talon avait initié auprès de la France en 2016. Entre-temps, Felwine Sarr et Bénédicte Savoy avaient remis leur rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain vers une nouvelle éthique relationnelle. C'était le 23 novembre 2018. Très récemment, Bénédicte Savoy s'exclamait « Enfin, laissez le monde d'avant derrière nous ». Très juste, très vrai. C'était encore un mois de novembre, le 25 novembre dernier, il y a tout juste une semaine. Décidément, les mois de novembre sont riches d'espoir et de récoltes, porteurs d'un vent nouveau. Pour autant, loin de n'être qu'une question de juste retour aux propriétaires, très souvent spoliés de ces biens culturels, la restitution pose et répond à la question de l'identité, à la relation également que nous souhaitons construire entre communautés ou peuples ou États, c'est selon. Au-delà de cette nécessité d'honorer la parole et du juste retour, l'engagement politique de restituer pose des questions essentielles, telles que celle de la conservation préventive des œuvres, leur mise en circulation pour être vue du plus grand nombre, leurs conditions d'exposition et de protection. Nous avons tous pleuré récemment la perte du musée de Gungu au Congo, qui est parti en fumée avec les 25 000 objets historiques inestimables. La question de la médiation culturelle et de l'accueil des publics aussi, et par là même la formation des personnels des centres d'art et musées africains, les moyens qui devraient pouvoir leur être octroyés pour assurer un fonctionnement pérenne et pas uniquement basé sur les dons internationaux, même si nous appelons tous de nos voeux à un renforcement de la coopération dans le domaine culturel et muséal en particulier. C'est au fond l'objet même qui a motivé le grand rêve qu'entretenait le poète président Léopold Sédar Senghor lorsqu'il évoquait en 1956 déjà, au Congrès des écrivains et artistes noirs à la Sorbonne, puis lorsqu'il annonçait en 1966 à Dakar, lors du premier festival mondial des arts nègres, vouloir créer le musée des civilisations noires à Dakar et réunir ainsi les pays africains autour de la valorisation de la diversité des cultures, des peuples qui les composent. Un lieu de patrimoine tout d'abord, afin de donner à voir toute la richesse des patrimoines africains, un lieu d'art contemporain ensuite, puisque ce beau musée accueille les œuvres de créateurs contemporains africains et qu'il participe chaque année
tous les 2 ans à la Biennale d'art contemporain de Dakar, un lieu de débat d'idées également qui accueille notamment les ateliers de la pensée, initiative portée par Felwine Sarr et Achille Bembe, qui réunit régulièrement les penseurs et intellectuels africains et du monde entier. De tout cela, il sera question ce soir. Je suis très heureux, enfin, que ce débat soit modéré par un étudiant mozambicain, bien connu de l'ambassade de France, en la personne de Tercio Tanzana, doctorant boursier du gouvernement français, actuellement à Sciences Po Bordeaux. Dercio est également membre de l'Alliance for Accessible Internet de la World Wide Web Foundation et contribue occasionnellement à des organisations qui encouragent la participation des citoyens par le biais des technologies de l'information et de la communication. Il a une grande expérience de la gestion des médias sociaux dans des organisations de jeunesse et de groupes civiques au Mozambique. Ses recherches portent sur des études sur la jeunesse, la participation politique et les réseaux sociaux, sur Internet en Afrique, avec un intérêt particulier pour le Mozambique. Dercio Tanzana est la voix de la jeunesse africaine. Il en a encore fait la démonstration lors du nouveau sommet Afrique-France qui s'est déroulé en octobre dernier à Montpellier, où il a été invité à témoigner. Sans plus tarder, Dercio, je vais vous laisser la parole en vous souhaitant à toutes et tous des échanges riches et passionnants et en vous remerciant de votre attention. Merci infiniment, Monsieur le conseiller, pour ces mots d'introduction. Tout d'abord, je commence pour dire un grand obrigado, un grand merci au partenariat, bien sûr, aux femmes et aux hommes qui ont permis que nous tous, ou toutes, soient là aujourd'hui. Et merci également à nos invités, bien sûr, qui sont là. Et pour moi, c'est un grand honneur parce que je n'ai jamais imaginé penser être là en tant que modérateur d'un panel aussi riche qui représente, à mon avis, en soi des années d'histoire, de connaissances sur un sujet très, très, très important, mais peut-être moins connu chez les Mozambicains. Pour un jeune homme comme moi, mon âge ne correspond pas en fait à un sujet aussi noble et important que nous allons discuter aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il faut sans doute discuter, c'est notre devoir, pour moi d'abord en tant que jeune, mais pour moi ou pour nous tous en tant que Mozambicains. Et tout c'est dit, je vous dis bien sûr, bienvenue au 5e, au dernier débat de ces 5 débats où on va connaître aujourd'hui la dernière partie, mais peut-être qu'il va continuer bien sûr en février 2022 avec le cycle du cinéma qui aura lieu bien sûr au Mozambique. Mais ce débat, comme je vous dis au début, je suis là juste pour vous accompagner, mais c'est un débat très ouvert dans la façon que vous, en tant qu'intervenant ou intervenante, vous êtes très libre juste de poser des questions, mais aussi de discuter sur une thématique, comme j'ai dit au début, qui peut être les moins connues au Mozambique. Et c'est par là peut-être qu'on va commencer à discuter juste pour savoir de quoi parlons-nous en fait. Nous savons que depuis des mois, depuis des années, nous tous parlons de restitution, historicité coloniale, musée de civilisation, mais peut-être ce n'est pas très clair de quoi parlons-nous exactement, surtout pour un pays comme le Mozambique. Comme vous le savez très bien, au Mozambique, c'est un pays lusophone, et peut-être ce débat n'est pas à l'œuvre, n'est pas à jour dans nos pays. C'est la première question que je voulais vous poser, en fait. De quoi parlons-nous? Et je voulais peut-être laisser la parole à vous, Amadou Boko, juste pour nous donner l'impression générale de qu'est-ce que ça veut dire exactement restitution, musée de civilisation, historicité coloniale. Ben, vous me posez une question folle, c'est très, très compliqué. Mais je vais essayer quand même de réagir sur ça. D'abord, je suis très heureux d'être avec vous. Je suis surtout très heureux de découvrir que vous avez mis le musée des civilisations noires. Bon, j'en suis vraiment très, très fier, à une position assez élevée dans les débats que vous êtes en train de conduire depuis un moment. Les questions des musées, oui, je pense que c'est des questions très, très compliquées. Nous essayons tous
de trouver des contenus, d'apporter des réponses. Je vais peut-être commencer par la dernière expression que vous avez eue. Vous avez parlé de colonialité ou de décolonialité. Bon, je ne me sens pas tellement concerné parce que ce musée est né hors contexte colonial. Bon, donc on n'a pas grand-chose à décoloniser. Mais enfin, le concept de colonialité et décolonialité nous interpelle tous. Moi, personnellement, mais c'est peut-être l'asymétrie qui m'habite depuis toujours, et je crois que dans tous les discours qu'il y a dans ce musée-là, on ne parle pas une seule fois de colonialité ou de décolonialité. Je vais dire pourquoi. Je pense que quand on parle de décoloniser nos collections, de nos musées, en fait, on part d'un présupposé, à mon avis, de subordination. Parce que en fait, c'est une forme de centralisation de la colonisation. Quand on parle de décoloniser, c'est que, in fine, on parle d'une Afrique précoloniale, d'une Afrique coloniale, d'une Afrique post-coloniale et qu'il faut décoloniser. On est en train de fonctionner comme si l'Afrique était programmée pour être colonisée et on est en train de centraliser la colonisation. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette position-là. Je la respecte, mais je pense que tant qu'on va continuer à centraliser la colonisation, on n'inventera rien du tout. Donc, je parle simplement, moi, de continuité, je parle de fabrication de l'humanité, c'est cela qui m'intéresse. La colonisation, ça a été une parenthèse, certes douloureuse, hein? Le président Macron a dit d'ailleurs que c'était un crime contre l'humanité, certainement, mais c'est une étape et on ne peut pas l'essentialiser dans un peu l'introspection qu'on peut faire de l'histoire africaine. Donc, je ne suis dans aucune colonialité, je ne suis personnellement dans aucune décolonialité. Maintenant, le musée des civilisations noires, c'est une aventure. Moi, je me retrouve là-dedans, mais en fait, je ne suis pas le maître d'œuvre et je ne suis même pas l'opérateur stratégique. Le musée des civilisations noires, c'est quelque chose qui échappe à tout le monde, à commencer par moi-même. Parce que moi, si vous me permettez, je vais raconter cette petite histoire, ça ne va pas durer 5 minutes. Moi, quand j'ai été désigné à la tête de cette institution, j'étais directeur du patrimoine juste à ce moment-là et en même temps, d'ailleurs, c'est ma polygamie administrative. J'étais aussi directeur de l'Institut fondamental d'Afrique noire et Cheikh Anta Diop. Bon, j'ai dit, OK, les gars, c'est très sympa, on m'a nommé, mais qu'est-ce que j'ai à faire? Je ne sais pas. J'ai essayé de revisiter la documentation. Il y a une superbe histoire intellectuelle autour du musée des civilisations noires. Depuis le musée des arts négro-africains de Senghor, et c'est Senghor lui-même d'ailleurs, qui est passé au musée des civilisations noires, jusqu'à cette rencontre incroyable avec René Maheu, alors directeur général de l'UNESCO, et le projet de musée des civilisations noires, donc c'était depuis Senghor, venait d'être érigé au titre de priorité par l'État du Sénégal. Senghor, il est parti, on a arrêté le projet, l'ajustement est passé par là, on a dit que la culture, l'éducation et la santé, ce n'était pas important, on connaît les résultats. Donc, on a essayé d'expérimenter l'ignorance, on a vu les résultats que ça a donné. Donc, quand on a repris ce projet, bon, mais Felwine est là pour un peu témoigner parce que c'est lui qui a fait le rapport final. La conférence de préfiguration de 2016 a sorti 3 choses très bizarres. Il m'a dit que on ne sait pas ce que vous allez être, mais il ne faut pas être un musée ethnographique, il ne faut pas être un musée anthropologique, il ne faut pas être un musée chromatique, ce n'est pas un musée du noir. Et puis, ils m'ont dit qu'il faut être dans les subordinations. C'est-à-dire qu'ils ne faites comme personne, essayez de faire comme vous le sentez, mais en fait, essayons de faire comme nous le sentons. Donc, on a essayé de construire quelque chose, je pense, qui est dans l'asymétrie totale. Je ne pense pas que ce soit vraiment un très grand musée, mais bon, c'est un musée où on dit ce qu'on pense et surtout, on se remet en cause tous les jours. Et, non, bien sûr, il y a un musée très important, il ne faut pas... Et juste un dernier mot, c'est un musée où il n'y a pas d'exposition permanente. Donc, on est toujours dans la mobilité, dans la création et dans la projection. En fait, c'est un musée très, très important. Ça, pour nous tous, nous le savons. Il faut même dire que c'est très important pour nous, à notre avis. Mais peut-être on va écouter à vous, Bénédicte, justement pour nous donner quelques idées de quoi parlons-nous exactement
nous tous, nous savons, nous lisons, mais c'est quoi véritablement cette histoire? À mon tour de vous remercier pour cette belle invitation qui m'honore beaucoup et pour l'occasion que vous me donnez de communiquer avec vous et puis aussi avec mes très chers collègues Felwine Sarr et Hamady Bokoum. En quelques mots, simplement, quand on parle de restitution aujourd'hui, en 2018, 2019, 2020, on considère le fait que pendant la période coloniale européenne, lorsque les Européens, c'est-à-dire principalement les Français, les Allemands, les Britanniques, et les Belges ont occupé de grands territoires sur le continent africain, qu'à ce moment-là a eu lieu une extraction non seulement des ressources naturelles du continent africain, mais aussi des ressources culturelles, une extraction massive qui a conduit, quand on le regarde du point de vue européen, à une accumulation considérable d'objets précieux, de différentes typologies. Ça pouvait être des armes quand ça a été pris dans des contextes militaires, ça peut être des objets religieux dans des contextes missionnaires, des objets du quotidien, une traîne des objets de pouvoir, des vêtements, des textiles. Ces objets ont été accumulés dans des quantités ébouriffantes en fait en Europe. On compte uniquement au musée du Quai Branly près de 70 000 objets venus de l'Afrique au sud du Sahara. À Berlin, on en compte 75 000, à Londres, à peu près 68 000, à Vienne, dans des endroits où on ne les attendrait pas, 35 000, etc. On est face à de très grandes quantités de pièces qui sont arrivées et qui bien souvent d'ailleurs n'ont pas été exposées ni même vraiment travaillées dans les musées européens, qui en avaient trop, qui ont accumulé sans pouvoir gérer intellectuellement et physiquement ce matériel. Et à partir des années 1960 notamment, lorsque un grand nombre de pays d'Afrique et d'Afrique au sud du Sahara ont acquis de lourdes luttes leur indépendance, un certain nombre d'États, dans une logique panafricaine, ont commencé à partir de 65, 70, 1900, de réclamer cette part de leur patrimoine pour des raisons plutôt humaniste, avec l'idée selon laquelle s'il fallait désormais construire son avenir, il fallait se reconnecter avec le passé et avec la mémoire immatérielle de l'Afrique, avec les religions, les philosophies, les langues, tout ce qui était immatériel, mais aussi avec ce qui était matériel. Et à partir des années 70, une élite, disons, d'hommes de musée, d'écrivains, de cinéastes, de poètes, ont demandé à partir du continent africain que leur soit restituée une partie de ces biens, toujours en soulignant le fait qu'il ne s'agissait pas de tout récupérer, mais qu'il fallait en récupérer une partie pour pouvoir se connaître mieux soi-même et mieux faire connaître des autres. Tout ça, on l'a complètement oublié aujourd'hui, en 2017, 2018, lorsque nous avons commencé à travailler avec Felwine Sarr, on avait complètement oublié qu'il y avait eu ce débat des années 70-80 qui a été très important sur le continent africain, dans le cadre du FEST-AC, notamment à Lagos en 1977, dans le contexte de plusieurs grands festivals panafricains à Alger, etc., et en Europe. Donc, ça a été un vrai débat mondial, aux États-Unis aussi d'ailleurs, qui a été complètement oublié et peut-être même l'objet d'une amnésie forcée. Certains lobbies avaient tout intérêt à faire oublier que ce débat avait eu lieu, que l'UNESCO, avec à sa tête Amadou Maktambo, avait tenté très activement de faire comprendre aux musées européens qu'il fallait rendre une part. Tout ça a été oublié. Et à partir des années 2010, 2015, et puis surtout après 2017, un nouveau mouvement a remis cette question sur la table des négociations internationales et a fait que, notamment depuis la France, mais aussi avec des répercussions en Allemagne, aux Pays-Bas qui ne concernent pas l'Afrique, qui concernent plutôt l'Indonésie, en Belgique et en Grande-Bretagne, cette question est revenue à l'ordre du jour. Et quand aujourd'hui, pour finir de répondre à la question, on parle de restitution, on parle de l'aptitude ou non des musées européens à lâcher prise, c'est-à-dire à accepter enfin, après 60 années de déni ou de résistance, que les pays africains, les générations des vivants d'aujourd'hui et de demain en Afrique, elles aussi, ont un droit à l'accès au patrimoine, comme l'Europe se l'est donné à elle-même ce droit. Et aujourd'hui, on est dans un moment clé. Laurent, vous évoquiez l'idée selon laquelle on avait laissé le monde d'avant derrière nous. C'est peut-être
c'est quelque chose que j'ai ressenti au moment de la grande restitution des 2,5 tonnes d'histoire matérielle du Bénin, restituée à la République du Bénin le 10 novembre. On est à un moment charnière au sens où, pour la première fois, une ancienne puissance coloniale a lâché prise, a rendu une part substantielle du patrimoine appartenant à un pays d'Afrique, et que la petite République du Bénin, malgré sa taille modeste, a réussi comme premier pays d'Afrique au sud du Sahara à obtenir une restitution aussi importante d'œuvres de son histoire dynastique. Donc, c'est ça la restitution, c'est l'aptitude des uns à rendre et l'aptitude des autres à reprendre et à resocialiser ces objets partis depuis 130, 120, 100 ans et qui ont évidemment changé pendant leur absence et qui reviennent différents. Merci infiniment. Felwine, de quoi parlons-nous exactement? Même si peut-être on n'a pas de réponse, mais... Non, je pense que Bénédicte a déjà répondu à la question de quoi nous parlons-nous, donc il faut peut-être que tu me poses une autre question. Une question différente, quoi. Ok, très bien. C'est une bonne transition, en fait, parce que depuis le moment, nous voyons des hommes politiques qui parlent souvent de cette thématique-là, mais on a l'impression, il y a des gens qui parlent, par exemple, d'un carnaval politique. Est-ce que nous sommes dans un carnaval politique ou c'est quelque chose de vrai, en fait, qui se passe depuis quelques années en Afrique? Pas seulement en Afrique, mais aussi en Europe. Le sentiment que j'ai, c'est que c'est réellement un tournant important et historique. Et je sais qu'en fait, quand il s'agit des relations Afrique et France, France et Afrique, il y a souvent un sentiment de défiance. C'est-à-dire qu'on ne croit pas trop aux promesses que les Français font, puisqu'on a une histoire qui est délicate et difficile, et une histoire dont la relation a beaucoup été abîmée. Et je sais que Bénédicte et moi, au début du travail, en tout cas, on a fait face à beaucoup de scepticisme, tu vois, quant à la réelle volonté d'aller vers des restitutions. Et même quand on avait rendu le rapport et que les choses bougeaient en Allemagne un peu plus et pas assez en France, on a souvent eu des journalistes ou des gens qui nous disaient, tiens, depuis 2018, il ne s'est pas passé grand-chose, etc., etc. Et je pense que la restitution de ces 26 trésors d'Abomey est venue à son heure, elle est importante, elle marque une réelle volonté d'avancer, de faire un pas significatif. Et je pense que une fois que cette restitution a lieu, il y a aussi celle du sabre de El Hadj Omar Tall, il y en a eu, voilà, il y a une couronne qui a été rendue à Madagascar, il y a eu des demandes qui sont arrivées. J'ai vraiment le sentiment qu'on est au seuil de quelque chose, voilà, qu'il y a eu un mouvement qui a enclenché. Bien évidemment, je ne suis pas en mesure de prédire l'histoire, donc ce qui va arriver, mais j'ai le réel sentiment que quelque chose d'important s'est joué, s'est passé. Et ce sentiment s'est renforcé quand Bénédicte et moi, on a été invités au Bénin par le président Talon à accompagner les œuvres et à être là lorsque les œuvres arrivaient et à avoir la chance de faire l'expérience de la manière dont les Béninois ont accueilli en tout cas ces œuvres-là et d'être là et de toucher et de tâter et de toucher du doigt la signification de cette restitution réelle du point de vue des destinataires. On était des témoins, on était là à côté, mais on a pu quand même sentir que c'était une chose importante pour eux, que c'était vraiment un moment important. Et je pense qu'en faisant l'expérience de ces moments-là, tout un tas d'arguments théoriques qui tombent d'eux-mêmes, quoi. Il y a des arguments, des contre-arguments, il y a une discussion qui se fait dans l'espace des idées, mais là, on se rend compte que ces objets n'étaient pas que des objets, quoi, qu'ils avaient une charge symbolique forte, qu'ils étaient désirés, attendus, souhaités, qu'ils avaient une signification profonde pour les gens qui les recevaient. Le lendemain, on a pu avoir un échange avec des étudiants, des universitaires béninois qui avaient réfléchi à la question. Et dans la qualité des échanges, on a senti la préoccupation forte, on a senti la réflexion sur ce qu'ils allaient faire de ces objets, comment allaient-ils les resocialiser, les nouvelles questions que ces objets posent. Et c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est de dire que le retour de ces objets pose de nouvelles questions aux sociétés qui les reçoivent et comment ces sociétés font avec ces nouvelles questions et comment dans la construction de soi, dans la réinvention de soi, le patrimoine matériel est une brique que l'on peut mettre dans la forge du devenir. Donc, bien évidemment, il y a une dimension historique, il y a une dimension du passé, mais il n'y a pas que ça. Il y a la dimension de comment on réintroduit les significations de ces objets dans un projet de sens sur soi-même et un projet d'avenir. Comment, justement, ce dialogue est porteur d'un projet d'avenir. Ne pas juste en faire une histoire du passé, tu vois. En faire une histoire d'une Afrique qui se réinvente et qui se constitue. Et peut-être j'aimerais dire un mot sur la colonialité et m'arrêter là. Je vois que
mon grand frère me dit beaucoup, n'aime pas le terme colonialité, et je le comprends en fait. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que faut pas le jeter aux orties. En fait, je pense qu'il y a deux choses dans ce terme. Effectivement, il a raison de dire que le fait colonial ne doit pas demeurer à l'infini un tournant axial qui serait l'élément fondateur de l'histoire africaine et que les Africains aient à se déterminer antécolonial et postcolonial, comme si la colonialité reste le repère absolu de notre histoire. Je pense qu'effectivement, il faudra qu'on en sorte un jour. Il faudra qu'on puisse se nommer dans le futur, indépendamment du référent au temps colonial. Ça, je pense que c'est un travail que nous devons arriver à faire. Mais j'ai envie de dire que dans le post-colonial, il y a deux choses. Il y a le temps après le fait colonial, le post avec tiré, qui indique juste une séquence temporelle, qui dit le temps après le fait colonial. Et il y a le post-colonial sans tirer, qui dit que dans le temps présent, il y a encore des effets de la colonialité qui continuent à perdurer dans les temps qui sont les nôtres. Et ça, je pense qu'on ne peut pas le nier. Dans les rapports épistémologiques, dans les rapports économiques, dans les rapports culturels, il y a encore cela. Et l'œuvre d'émancipation est justement de faire en sorte d'enlever ces asymétries dans la relation et de créer des relations beaucoup plus équitables. Alors, je pense qu'il y a un travail d'invention terminologique que l'on devra faire, mais j'ai l'impression que nous sommes encore dans le temps post-colonial avec son tiré, et que ce temps, il faudra en sortir, et que c'est un projet, mais qu'on n'en sort pas par décret, je dirais terminologique. Je veux dire, on en sortira réellement si on fait le travail fondamental de réinventer la relation et de sortir de cela. Mais je suis d'accord avec lui qu'il faudra qu'on sorte de cette assignation, de ce référent, je dirais, sémantique et historique, et qu'on ouvre des temps futurs qui sont justement libres et, je dirais, soignés des effets de la colonialité latente. Mais j'ai l'impression que cher Amadi, on y est encore. Oui, merci pour cette réponse, mais... Non, est-ce que je peux réagir? Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais je suis totalement d'accord avec lui. Sur le fond, on est en train de parler français. Vous autres, vous êtes lusophones. Actuellement, j'ai une réunion de l'Union africaine. On a 3 traductions. On a le français, on a l'anglais, on a l'arabe et on a le portugais. Donc, c'est des évidences qui sont là. Ce que je suis en train de dire en termes de construction épistémologique, c'est qu'on a, à mon avis, on a besoin de créer une narrative qui enjambe ce fait-là. Ce fait, il est là. On ne peut pas le nier. Bon, moi, j'ai été directeur du patrimoine culturel. Il m'est arrivé à plusieurs reprises de me battre pour préserver, entre parenthèses, des édifices coloniaux. On me reprochait même d'être un défenseur de la colonisation. Ce n'est pas exactement cela. Ce que je veux dire, c'est que simplement en termes d'approche épistémologique, on a besoin d'inventer autre chose. Bon, si j'avais la solution, je l'aurais exposée. Je ne l'ai pas, mais je suis en train, moi, personnellement, de me persécuter et de me faire une espèce de fatwa interne. Ce terme-là, je ne l'utilise pas dans mes narratives. C'est un terme que je n'utilise pas. Je ne vais pas en parler d'ailleurs. Merci pour cette Maintenant, oui. On a parlé un peu de restitution. Là aussi, hein, d'abord, je vais commencer, je l'ai toujours fait et je le referai encore. Bon, je pense que Felwine et Bénédicte ont fait un travail extraordinaire. Je pense qu'ils sont sortis par où on ne les attendait pas. Bon, je pense que personne ne s'attendait à ce type de conclusion-là. C'est très intéressant et je pense que ça nous donne... On est en train de discuter en ce moment-là. On est en train de faire la position commune de l'Union africaine sur les questions de restitution. On est à Dakar. Bon, je les ai laissés là-haut. Personne ne comprend d'ailleurs pourquoi je suis parti. Ils sont au peintre là, mes amis, ils sont au peintre. Bon, donc moi, je suis revenu à mon bureau. Sur cette restitution aussi, je pense qu'il faut faire attention. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'est très, très important de récupérer ces patrimoines-là, qui n'ont pas les mêmes valeurs d'ailleurs. Quand vous prenez ce qu'on a rendu récemment au Bénin, je n'oublie pas que le colonel Dot est un Saint-Louisien. Il est métis. Oui, c'est un Saint-Louisien. C'est un Saint-Louisien de toute façon. Il est né à Saint-Louis. Et il a encore sa descendance d'ailleurs chez nous, donc sont nos parents. OK? La colonne expéditive ou punitive est partie de là. Ces objets-là, tout comme le sabre de El Hadj Omar ou le tambour de Samori,
sont des trophées de guerre qui ont des valeurs symboliques très, très fortes. C'est comme si on traînait notre humanité dans la boue. Mettre le trône d'un roi dans une vitrine ou la couronne d'une reine, voilà, quelque part, c'est presque de l'humiliation extrême. Et je pense que ce type d'objet-là, mais il faut qu'il sorte. Même si on n'a nulle part où les amener, ils doivent sortir de cette forme d'exhibition, de l'humiliation. Maintenant, attention. Et c'est toujours l'essentialisation de ce dont je ne veux pas parler. Il faudrait aussi qu'on ait les yeux gros ouverts sur la créativité. L'Afrique aujourd'hui, elle invente, elle crée, elle se projette. Tout le monde dit que ce siècle, c'est celui de l'Afrique. Il faut qu'on donne le sens. Vous voyez, des jeunes, des gamins, Bougan, qui viennent de remporter ce prix extraordinaire. Pour moi, c'est ça la nouvelle Afrique. C'est ça l'Afrique dans le temps de ce monde-là. Ce n'est pas une Afrique chromatique. C'est une Afrique qui est dans l'intellectualité de notre humanité. Moi, c'est ça qui m'intéresse. On va peut-être passer à une question qui est liée à celui-là de l'Afrique, mais aussi du qu'est-ce que ça veut dire l'Afrique. Mais je voudrais revenir à une question, peut-être qu'elle était posée au début par monsieur le conseiller, mais aussi par Bénédicte. Cette question de comment les pays, pour en fait bien conserver ces œuvres-là. Nous connaissons le discours qui dit que les pays n'ont pas de ressources humaines, financières pour conserver ces œuvres. Est-ce que c'est-il vrai, ce discours-là? Et si c'est vrai, qu'est-ce qu'il faut faire véritablement pour que les pays puissent avoir les moyens de bien conserver ces œuvres-là? Je ne sais pas si je peux parler ou si je peux répondre à la place de Bénédicte. Bien sûr, après, on donne la parole à Felwine. Mais moi si vous me donnez la parole... À vous, monsieur. Oui, bien sûr. Ce n'est pas le business. Vous êtes déjà là. Non, restituer, c'est rendre à son propriétaire légitime. Si on estime que ce business-là nous appartient, si on ne nous rend, ce n'est pas votre problème de savoir ce qu'on va faire. Quand ça partait, ce n'était pas parti des vitrines des musées. C'est retrouvé dans des vitrines des musées quand on a interrompu leur valeur spirituelle. C'est devenu des objets amorphes. Pas tous d'ailleurs, pas tous, mais certains, la plupart. Donc, si ça revient, si on veut, on les remet dans une seconde vie dans des musées. Si on veut, on les remet dans les forêts sacrées. Si on veut, on les brûle. Si on veut, on les enterre. Ce n'est pas votre business. Donc, ce que je pense, c'est que les États qui ont envie de réclamer des objets savent exactement ce qu'ils ont envie de faire. Quand on a récupéré la Vénus Otranto, on sait bien que c'était pour lui faire une sépulture digne. Quand on a récupéré les restes des soldats Fennecs algériens tués par les Français, on savait que c'était pour les réinhumer. Quand les Allemands ont rendu des restes Otranto à la Namibie, on sait bien que ce n'était pas pour les remettre dans les vitrines, mais c'était pour leur donner des sépultures dignes. Donc les gars, ils n'ont pas à nous dire où est-ce qu'on va mettre les affaires. Nous, on est totalement responsables et on sait ce qu'on fait. Si on décide de demander tel ou tel autre artefact, c'est qu'on sait où est-ce qu'on va le mettre. On ne va pas le demander pour le livrer à la contemplation. On le demandera peut-être pour le mettre dans un musée, comme on a fait avec le sabre de la Joma, qui n'est pas d'ailleurs un objet sénégalais. Il peut être tout aussi bien malien, guinéen, ivoirien, nigérien que nigérian. Et je pense que c'est des objets qui doivent voyager en Afrique pour nous aider à reconstituer les continuités culturelles qui ont été fossilisées par la conférence de Berlin. Il faut déberliniser tout ça. Merci, monsieur. Felwine, est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'on fait? Oui, en fait, je suis assez d'accord avec Amadi. Et d'ailleurs, le terme colonialité qu'il n'aime pas, il est là, en fait. C'est-à-dire que dans l'exigence de conservation, il y a bien évidemment quelque chose qui est entendable. Ces objets, on aimerait bien qu'un grand soin soit pris d'eux afin qu'on puisse les voir par le plus grand nombre. Oui, c'est entendable. Mais il y a une deuxième voie qui est en dessous de cette voie, parce qu'on l'a aussi entendu, qui était celle qui mettait en doute les capacités de conservation des nations africaines pour justifier le fait que les objets soient là-bas ou qu'ils ne soient pas revenus avec la mise en exergue d'exemples de défauts de conservation sur le continent ou d'objets qui seraient rendus aux Zaïre mais qui seraient revenus sur le marché.
alors qu'il y a des phénomènes similaires dans d'autres lieux d'objets qui se perdent, que l'on vole. Il y a des incendies dans d'autres lieux que le continent africain, mais toute cette rhétorique-là, quelque part, elle disait l'incapacité ou le non-souci ou le non-désir de préserver. Les Béninois que j'ai vus récupérer leurs objets avec beaucoup de ferveur, d'acharnement et d'engagement, bien évidemment, qui vont en prendre soin et qui se donneront les moyens d'en prendre soin. C'est évident. Ils construisent 4 musées, ils ont une école du patrimoine, ils ont tout un tas de dispositifs. Je pense que la question, elle n'est pas là du tout. La question, c'est de savoir que vont devenir ces objets dans les espaces et dans les foyers africains, dans les écologies africaines. Et ça, c'est des questions que les sociétés doivent se poser et c'est des questions intéressantes. Est-ce qu'on les met dans des musées, une seconde vie? Est-ce qu'on les emmène dans des bois sacrés? Est-ce qu'on les emmène dans des écoles? Dans quel lieu? Pour quel sens? Pour moi, c'est d'abord ça la question fondamentale auquel les nations africaines doivent faire face. Et en ayant répondu à ces questions, selon les lieux où les objets devront aller, elles mettront en place les dispositifs nécessaires pour que les objets jouent les rôles et les fonctions nouvelles qu'ils leur assignent. Et donc, du coup, c'est une question pour moi qui est beaucoup plus vaste que la question de la conservation et qui permet de contourner la colonialité de la question, même si une partie de la question est entendable. Mais le problème, c'est qu'elle se mêle avec une autre partie de la question qui est de l'ordre de la colonialité du regard et du discours. Et je pense qu'il faut réussir à démêler les deux. Il faut réussir à dire... Et puis il y a aussi ce soupçon d'universalité. Nous aussi, on va les voir. J'ai envie de dire, ils sont universels partout. Vous les avez assez vus. Et peut-être les peuples qui les ont produits ont besoin d'avoir, eux, de se les réapproprier, de les intégrer dans leur univers de sens. Et justement, enlever les catégories de sens peut-être pas les enlever, mais ajouter ou inventer d'autres catégories de sens, c'est peut-être ça le lieu. Et un dernier argument que Souleymane Bachir Diagne donne, que j'aime beaucoup, c'est l'argument de la monumentalité, de dire que les objets, ils ont des cycles de vie dans les sociétés africaines. L'idée, ce n'est pas qu'ils soient là pour défier le temps. Ils naissent, ils grandissent, ils meurent, ils renaissent, ils grandissent, ils meurent à nouveau. Ils sont pris dans une économie régénérative. Et si on a cette vision-là, cette cosmologie de l'émergence, de la régénération, les objets, on peut les réparer, ils peuvent se briser. On peut faire une analogie entre les corps humains et les corps des objets. Nous sommes des mortels, les objets aussi sont mortels. Donc le soin et la réparation arrivent ici. Donc, ce que ça me dit que les catégories épistémologiques avec lesquelles on doit traiter les objets sont beaucoup plus vastes et beaucoup plus larges que la simple question de la conservation qu'il ne faut pas évacuer d'un revers de main, mais à laquelle il faut donner une place juste dans un espace de sens beaucoup plus large que la simple question de la conservation. Et souvent, lorsqu'on nous le pose, on nous le pose sous une forme condescendante, sous une forme qui exprime un déficit, un manque. Et c'est là où se loge la colonialité qu'il faut enlever. Et effectivement, les sociétés comme les africaines, c'est à elles de décider ce qu'elles en font, en fait, en toute liberté, et elles n'ont pas à répondre à des injonctions de sens en ce qui concerne les objets. C'est à elles de produire du sens, quoi. Bénédicte, quelles ressources, quelle capacité? Je crois que, alors à cette question, Felwine a bien répondu. D'une part, quelles capacités? C'est les capacités qui vont se présenter une fois que certaines œuvres seront revenues. On n'imagine pas des lieux ou des resocialisations pour des objets qu'on n'a pas. Il faut d'abord qu'ils reviennent. Et c'est pour ça que je préférerais plutôt rebondir sur quelque chose qu'on entend souvent parmi les arguments que vous avez évoqués et qui a été repris par Hamady et par Felwine, l'idée que peut-être l'Afrique n'aurait pas de musée. C'est une idée d'abord fausse à l'époque contemporaine, puisqu'on observe, et Hamady Bokoum est le premier à le savoir, un boom de la construction, de l'élaboration de nouveaux musées en Afrique. Et on entend parfois lié à ça, oui, mais le musée, c'est une idée européenne, donc en fait, finalement, c'est colonial de vouloir remettre un musée. Peut-être, sans doute, on peut en discuter, mais on oublie vraiment souvent que les sociétés africaines ont eu depuis très longtemps des modes de conservation propres à elles, qui leur permettaient de conserver pendant très longtemps des pièces. Alors peut-être pas dans des ambiances climatisées avec des spots lumineux, mais d'une autre manière. Et ce qui me frappe beaucoup, pour ma part, quand je lis j'ajoute, horribles descriptions de voyages des explorateurs du 19e siècle, comme Stanley, etc., quand ils racontent qu'ils passent de village en village pour coloniser, ils racontent qu'ils voient des musées. Il y a même des esquisses, des dessins dans les rapports de Stanley qui traversent des régions, donc on est vraiment au milieu du 19e siècle, et il dessine le musée. Et ensuite, il explique pendant plusieurs pages comment est ce musée. Donc, évidemment que ce n'était pas des musées, mais lui-même, en tant qu'Européen, voit un musée. Et donc, je pense qu'il faut vraiment faire attention, d'une part,
peut-être avoir un regard critique sur le musée à l'européenne ou moderne, etc., d'une part. Mais il ne faut pas faire comme si l'Afrique n'avait jamais eu de musée. C'est tout à fait faux. C'est une fausse lecture des choses. Et ça, le fait de remettre historiographiquement avec des sources, de redire et de toujours redire. Et je parle pour mon public d'Européens qui sont mes étudiants, etc., de dire non mais attention, c'est pas du tout vrai que le musée est une invention européenne. C'est beaucoup plus complexe et ça vaut le coup d'entrer dans les détails et de savoir quel type de musée est une invention européenne. Le musée raciste, le musée national, le musée d'affirmation politique. Ça, ce sont des inventions. Le musée, pour ce qui me concerne, une période qui m'est familière, le musée Napoléon, le musée Jacques Chirac. Ça, ce sont des inventions européennes, mais des lieux de conservation pour garder longtemps certaines pièces, celles qui ont besoin d'être gardées longtemps. Ça a toujours existé et chaque société humaine a des techniques de conservation qui lui sont propres et qui sont dignes d'être considérées comme les autres. Donc, voilà. Et peut-être juste un tout petit autre mot sur le lien entre restitution, parce que tout à l'heure, ça peut donner l'impression quand on parle de restitution qu'on parle que du passé. Mais en réalité, Felwine le disait, on parle de l'avenir. Et pourquoi on parle de l'avenir? Parce que ces pièces qui ont été conservées parfois naturellement, parfois artificiellement, sur 100 ans, 130 ans, qui peut-être, dans leur contexte d'origine, comme Hamadi l'a dit, auraient eu une autre destinée, mais enfin, en tout cas, le fait est qu'elles ont été conservées. Il se trouve que ces œuvres, et en général, souvent, l'œuvre d'art est faite pour passer de génération en génération, ou des œuvres rituelles ou dynastiques, des objets de pouvoir. Et nous, les hommes et les femmes, on meurt tous les 70 ans. Mais ces objets-là, ils traversent les générations. Et c'est pour ça qu'ils sont porteurs d'avenir. Parce qu'on se les passe de génération en génération et que chaque génération renégocie leur rapport avec elle. Et quand Felwine disait tout à l'heure, on a vu nos collègues au Bénin, autour du 10 novembre, accueillir avec joie et sérieux ces objets et leur poser tout d'un coup des questions inattendues. Par exemple, oh là là, quelle langue faut-il qu'on leur parle? Ils parlent quelle langue? Parce que ce ne sont pas des objets, Felwine le disait, ce sont des acteurs, ce sont des agents dans les sociétés. Et des agents comme ça, on leur parle. Ils ne sont pas faits seulement pour être… voilà. Et nos collègues de l'université d'Abomey-Calavi, où on dit ce serait intéressant de faire des projets de recherche pour savoir quelle langue on leur parlait autrefois et quelle langue il faudrait peut-être leur reparler maintenant. Voilà, donc on sort de nos questions de poids, de taille et de conservation pour entrer dans des questions qui ont plus de rapport avec les sociétés, avec les interconnexions sociales. Je voulais peut-être retourner sur cette question du musée que vous avez parlé, Monsieur Amadou, mais concentrons un peu le débat dans le continent africain. Et je peux appeler ça de coopération sud-sud. Parce qu'on a l'impression que parfois nous discutons de tout ça, mais on est un peu à côté des pays d'Afrique francophone. Est-ce qu'on peut imaginer un jour une coopération de partage d'expériences entre le musée, par exemple, et peut-être avec le Mozambique et d'autres pays lusophones? Est-ce que cet espace-là, un jour, avoir une coopération sud-sud en Afrique, mais pas à partir de l'Europe vers l'Afrique, mais en Afrique? Mais jabi ko kala ho so sa jabi kalen full de mal kalen house men way wonde kalen demde men kalden hakkune men dum ko lawol en foti wawude wonde kono anta wi ka lusophone min kam francophone kanko ko anglophone kanko ko arabophone en pamondirta dum non kalen lemde dendiyankobe ten kali dum men baw famondir a fami ko mbimi ko ala fama autrement dit mi famille bascule en France. Non, j'ai juste parlé Peul. Et on parle Peul de Dakar à Djibouti. Moi, honnêtement, je ne me sens pas sénégalais. Je vis au Sénégal, je suis à Dakar. Dans mon bulletin de naissance, je suis né dans un territoire qui s'appelle le Sénégal. Je pense que c'est une immense connerie. On doit pouvoir nous sentir partout chez nous. Hier, on a un collègue qui devait venir à la réunion de Dakar. Il est dans un machin qu'on appelle le Soudan du Sud. Il est venu à Dakar à 15h. On a réussi à le sortir de l'aéroport qu'à 23h. Parce que le pauvre malheureux n'avait pas le visa pour entrer au Sénégal, parce que peut-être Soudan du Sud n'est même pas dans les ordinateurs
et dans les logiciels de l'aéroport de Dakar. On a ce problème-là et je pense que l'un des enjeux de ce que nous sommes en train de dire sur restitution, culture, musée, c'est aussi cet enjeu de revisite des continuités culturelles qui vont nous aider à gommer les frontières politiques et intellectuelles qui sont en train de s'ériger depuis la colonisation. Vraiment, c'est triste à chaque fois qu'on est entre nous, qu'on soit obligé de trouver des traducteurs. Je donne un exemple un peu bête. Nous, quand on faisait le dossier de classement des mégalithes de Sénégambie au patrimoine mondial, donc on est pays anglophone et francophone, il nous fallait avoir des traducteurs pour pouvoir travailler ensemble. Finalement, comme on n'avait pas beaucoup d'argent, on a décidé qu'on va parler en Peul, en Wolof et en Manding. C'est dans ces trois langues-là que les deux délégations ont travaillé et qu'on a fait les dossiers de nomination du Kankourang et des mégalithes au patrimoine mondial et ça a très, très bien marché. Je pense qu'il faudrait qu'on repense à ça. Mais je voudrais, si vous me permettez, parce que là-haut aussi, les gars, les gens sont en train de protester. Je pense que pour ce qui est des musées, et Bénédicte l'a dit, en fait, le musée, sur le fond, c'est un espace mémoriel et aussi d'affirmation. Sous ce rapport-là, je pense que toutes les sociétés ont développé ce type d'espace. Je pense que ça existe partout. Ce qui est peut-être spécifique chez l'Europe, c'est que l'Europe, après ses antiquités classiques, a connu ce qu'elle a appelé les invasions barbares. Tout est mort. Il y a eu ce long sommeil qu'on appelle le Moyen-Âge. Et à la Renaissance, il fallait revisiter, remettre en valeur. Et je pense que c'est ça l'explosion des concepts de musée en Europe avec la Renaissance, entre guillemets, qui est une forme de retour, pas un retour physique, mais une forme de retour culturel et intellectuel, ou en tout cas de recours à ce qui s'est passé avant ça. Je signale en passant que la nouvelle invasion barbare est en cours là. On est en train de retraverser la Méditerranée là. C'est la nouvelle invasion barbare qui est en train d'arriver en Europe à travers la Méditerranée et la Manche. Et ça va continuer, on ne peut pas arrêter la mer avec ses mains. Donc ça, c'est un élément. L'autre chose qui me paraît importante, l'autre l'a dit, Felwine, les masques, ils meurent aussi. Les masques, ils meurent. Ils ont un cycle de vie. Et je pense qu'effectivement, si on ne les avait pas mis dans des vitrines là-bas, ils auraient certainement disparu, on les aurait recréés. Et la vie continue ainsi. Donc, et sous ce rapport-là, je pense que les objets dont le cycle de vie a été interrompu, s'ils reviennent, il y a un travail à faire. Si on veut les remettre dans le champ où ils étaient, il y a beaucoup de travail à faire et on doit nous préparer à cela. Et je voudrais finir en disant que vraiment, l'Afrique, nous avons plusieurs champs aujourd'hui qui sont ouverts, qui sont très importants et ces champs exigent de nous probablement la conception d'autres instruments, d'autres méthodes, d'autres façons de réfléchir et de voir les choses. Moi, je n'ai pas les solutions. Je n'ai pas les solutions, je n'ai pas les codes, mais il nous faut inventer de nouveaux codes. Et ces nouveaux codes, je pense que ce n'est pas évident. Moi, quand je parle avec mes enfants, ils me disent « Papa, tu es analphabète. Tu ne comprends pas notre langage. » Oui. C'est très frustrant. Oui, merci. En fait, peut-être, oui, c'est possible de se sentir en Afrique, mais Afrique, c'est partout, en fait. Et parfois, on parle des Afriques et pas que d'Afrique en singulier. Je voulais peut-être revenir à vous, Bénédicte, parce que vous avez donné, vous avez parlé à France Culture récemment, et vous avez, je vous cite, en fait, on est dans un moment historique. Mais en même temps, vous avez parlé des questions législatives en disant, vous avez proposé, par exemple, avec Felwine, la loi cadre, justement, pour discuter cette thématique-là. Et nous savons, par exemple, qu'il y a des sénateurs en France qui ont proposé une loi pour créer un conseil scientifique, justement, pour décider cette question. Et vous avez dit que vous êtes d'accord avec cette proposition-là. Mais la question, c'est de comprendre qui peut faire partie de ce conseil scientifique pour décider par rapport à la situation, à votre avis.
et ça ne pose pas de problème pour l'avenir, par exemple. Juste en un mot, et je passerai volontiers la parole à Felwine sur ces questions juridiques. Quand nous avons ressenti que nous étions à un moment historique, un moment pivot, un moment où il y aura un avant et un après la restitution des 26 pièces royales à la République du Bénin, c'est parce que pour la première fois après 130 ans, quelque chose qui avait toujours été présenté comme juridiquement impossible, à cause de mots très compliqués que la France et d'autres pays européens agitent presque comme des mots magiques, c'est-à-dire l'inaliénabilité, l'imprescriptibilité et il m'en manque un. En tout cas, ces mots qui avaient toujours été présentés comme les concepts juridiques qui empêchaient absolument les restitutions, ces verrous ont sauté. Pour la première fois, la France a dit non, mais finalement, les lois sont écrites par des hommes et par les sociétés. Nous réécrivons une autre loi. Alors, une loi seulement pour ces 26, plus le sabre qui est retourné au Sénégal, mais nous réécrivons une loi et nous considérons que la société française de 2021, représentée par ses députés à l'Assemblée nationale, ne s'identifie plus pour ces objets-là avec ces concepts compliqués. C'est pour ça que la porte est ouverte. Bien sûr qu'il y aura encore des luttes, bien sûr qu'il y aura des conflits, bien sûr qu'il y aura des gens qui considéreront que l'inaliénabilité, c'est-à-dire que le fait de considérer qu'un objet qui arrive dans un musée est arrivé à son terminus, qu'il n'en ressortira plus jamais. C'est ça l'inaliénabilité. C'est qu'un objet dans sa vie circule, passe de main en main, et arrivé au musée, en France, il ne sort plus. Il y aura toujours des débats là-dessus. Mais ce qui a changé, c'est qu'on est passé de mission impossible, ce que nous entendions dire avec Felwine, y compris juridiquement mission impossible, à mission possible. Ça a été fait, et puisque ça a été fait une fois, ça peut être refait 10 fois, 100 fois, ou plus, à moins qu'on arrive, et c'est là que je passe volontiers la parole à Felwine, à obtenir une loi dite cadre qui permet d'éviter de faire 10 fois, 100 fois, etc., à chaque fois qu'une restitution se présentera. Felwine? Oui, en fait, avec Bénédicte, dans le rapport, on avait travaillé avec une équipe de juristes et l'idée, c'était qu'ils nous proposent des instruments, tu vois, une diversité d'instruments pour justement pour répondre à ces difficultés-là. Le troisième mot que tu cherchais, Bénédicte, c'est insaisissabilité. Donc, ils avaient leur triptyque de mots qui consistait à dire les objets qui sont entrés dans le patrimoine national français n'en ressortent pas. Et la question pour nous, c'était comment ces objets sont-ils entrés dans le patrimoine? Et est-ce que ces objets qu'on a intégrés le sont légitimement? Voilà. Et donc, du coup, des objets qui ont été pris sans le consentement des ayants droit, dans des conditions, en tout cas pour certains, de violence, bien qu'ils aient été intégrés dans le patrimoine, devraient pouvoir en être ressortis par une normativité juridique renouvelée. Et dans le rapport, on avait proposé un cadre qui permettait de faire ça. Et les premières restitutions qui ont eu lieu, en tout cas celles du Sénégal et du Bénin, ont été l'objet d'une loi spécifique, une loi dérogatoire. Et nous, on a continué à prêcher pour une loi cadre, un dispositif beaucoup plus large, qui en même temps préserve l'inaliénabilité des collections, mais qui permet à certains objets d'être sortis des collections françaises pour être restitués. Et il semblerait qu'il y ait une commission qui a été mise en place pour réfléchir à cette loi cadre-là. Donc, le fait qu'il y ait cette commission et le désir de réfléchir, c'est déjà, en tout cas, je considère ça comme une avancée vers la loi cadre. Et je pense aussi que le fait qu'il y ait eu un certain nombre de demandes, 6 pays africains depuis 2019 qui ont fait des demandes après les annonces de 2018 de restituer, rend, je dirais, logique et pertinent l'impérieuse nécessité de réfléchir à un cadre normatif beaucoup plus étendu pour ne pas, à chaque fois qu'on restitue un tambour en Côte d'Ivoire, des objets au Tchad, au Bénin, qu'on soit obligé de revoter une loi spécifique. Et je pense qu'en principe, les choses devraient aller dans ce sens-là, quoi. Mais ce que j'aimerais dire aussi, c'est que là, on est du côté de ce que la France fait en termes de régime normatif, tu vois, pour permettre les restitutions. Mais je pense qu'il y a aussi une réflexion à mener du point de vue du continent pour savoir quels sont les outils juridiques et normatifs que se donnent les pays africains eux-mêmes pour mettre l'agenda de la restitution au devant de la scène et de manière globale. Il y a des conventions de l'UNESCO qui existent, qui ne sont pas ratifiées par tous les États, celle de 70, celle UNIDROIT en 95, donc là, il y a un travail à faire, mais je pense qu'il y a un certain nombre de choses à inventer, à proposer, pour que là aussi, il y ait une agency africaine de ce point de vue-là et qu'il y ait une réflexion sur des régimes normatifs qui vont protéger les patrimoines, mais qui lui permettent peut-être, à des niveaux globaux,
de faire avancer l'agenda de la restitution en proposant aussi des conventions internationales. Pourquoi pas une convention sur la restitution dont le plaidoyer serait fait à l'UNESCO avec des termes clairs et précis, avec des étapes, avec des instruments juridiques qui permettent de faire avancer la problématique. Et pourquoi pas aussi regarder tous les outils juridiques qui existent déjà sur lesquels on pourrait se fonder pour faire avancer l'agenda, parce qu'il y a des outils qui existent et qui probablement sont insuffisamment utilisés ou mis au goût du jour ou orientés vers la problématique de la restitution. Je reviens à vous, Amadi, je vois votre main levée, mais je voulais insister avec vous encore une fois, Felwine, parce que vous parlez d'outils, vous parlez des instruments pour faire avancer la thématique. Mais nous savons que vous avez un rapport qui est toujours en français. Et nous parlons aujourd'hui pas en public lusophone, je répète la question lusophone, le portugais. Votre rapport en portugais? On l'a fait traduire en anglais lorsqu'on l'a écrit en français et on n'a pas pensé à le faire traduire en portugais. Et donc, peut-être qu'il faut voir avec les services de l'ambassade au Portugal pour qu'il y ait une traduction en portugais. Ce serait une excellente idée. Et d'ailleurs, on a aussi et en swahili. D'autant qu'il existe une traduction allemande. Voilà. Alors, pourquoi pas en portugais? Pourquoi pas? Amadi, c'est à vous. Merci. Bon. Sur les instruments normatifs, Felwine en a parlé et là-haut, j'allais retourner à la réunion, on est en train de discuter justement sur la position commune de l'Union africaine et Felwine est un des rédacteurs du document de référence qu'on est en train d'étudier en ce moment même dans ce musée. Je crois qu'il y a 32 délégués d'États africains qui sont là. Et la réunion est traduite d'ailleurs en portugais. Hein? Donc, on est toujours dans Berlin là. Voilà, donc il y a des instruments normatifs, il y en a au moins 2 qui peuvent nous aider. C'est la Convention de 70 sur le trafic illicite, c'est aussi une droit de 95 et aussi la Convention de La Haye de 1954, donc ça fait 3, sur les conflits armés et sur les occupations, quand il y a une puissance qui occupe un autre territoire. Et quand il y a une puissance qui occupe un autre territoire, tout ce qui s'est passé pendant le mot que je ne veux pas prononcer là peut être mis dans cette convention-là. Sauf que ces conventions sont presque toutes pas rétroactives. Mais la convention de 70 a quand même ouvert une grosse fenêtre, c'est l'article 15, qui permet aux États parties qui le souhaitent de faire des arrangements pour restituer les biens. Et je pense que c'est une très, très bonne chose. Il est difficile, très difficile et très long de faire un instrument normatif international contraignant. Les États, ils n'acceptent pas. Ou alors, ils vont poser des conditions tellement lourdes que ça devient presque impossible. Des conventions presque innocentes comme le subaquatique ont été tellement compliquées à mettre en œuvre. Sur l'immatériel, on a été obligé, par exemple, de renoncer aux contributions obligatoires des États. Ce qui fait que la convention de 2003 est une espèce de Rolls-Royce avec un moteur de 2 chevaux, comparé à la convention de 1972, où les contributions des États sont obligatoires, ce qui a rendu possible la création du Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais ce n'est pas grave, faisons avec ce que nous avons. Mais ce que l'Afrique peut faire, et dans le passé, le Japon l'a fait, avec les déclarations de Nara, de Yamato, et plus tôt encore, pendant la reconstruction, la charte de Venise, c'était des architectes simplement. À la charte de Venise, il y avait 12 architectes, dont un Tunisien. Et c'est ça qui a donné, c'était en 1964, c'est ça qui a donné en partie naissance à la Convention de l'UNESCO de 1972 sur la sauvegarde du patrimoine mondial. Parce qu'ils ne voulaient pas qu'on reconstruise l'Europe n'importe comment. Aujourd'hui, je pense que le consensus minimal qu'on peut trouver, c'est une déclaration sur la restitution. Faire accepter et rendre légitime la restitution. Je pense que ça peut être un texte relativement innocent, mais moralement extrêmement fort, qui peut faire de telle sorte que dans les instruments existants, que ce soit la Convention de La Haye de 54, celle de l'UNESCO de 70, ou celle de l'UNESCO de 72, de 2001 et toutes les autres, on peut, avec une déclaration, amener la communauté internationale à accepter que c'est juste, que c'est légitime, que c'est moral de restituer au peuple ce qu'on leur a pris. À partir de là, je pense qu'on ouvre un boulevard
pour des négociations beaucoup plus sereines, moins violentes et plus apaisées. Parce que c'est aussi ça, le but de l'exercice. Ce qui est fait est fait. Hein? La colonisation est faite, les violences est fait. On ne peut pas revenir là-dessus. Et je pense que, par exemple, les Français d'aujourd'hui ne sont pas comptables de ce qu'ont fait leurs ancêtres, même s'ils en bénéficient. Mais ils ne sont pas comptables. Ils seraient peut-être coupables s'ils ne reconnaissent pas le fait comme ayant été injuste et qu'on puisse poser des actes qui nous permettent de réconcilier notre humanité. Donc voilà, moi je pense que c'est des questions compliquées, mais il ne faut pas vivre dans le passé. Il ne faut pas vivre dans le passé. Il faut être très... Oui, merci. Je pense que vous avez fait une bonne transition parce que nous avons parlé de la France et parfois Belgique, mais il y a des pays qui ne vont pas discuter de tout ça que nous sommes là en train de débattre, ça fait déjà 1 heure. Et qu'en pensez-vous en fait des pays qui ne discutent pas et peut-être disent que non, ça c'est pas nous, c'est le passé, il faut l'oublier, on avance comme ça. Je parle par exemple des Britanniques qui ne vont pas discuter de cette thématique-là. Qu'en pensez-vous de ce pays? Bénédicte? Peut-être juste en un mot. Je pense que la discussion dans laquelle on se situe en ce moment depuis quelques années, c'est comme une table de billard. C'est-à-dire que peut-être qu'une nation, la France, a lancé une boule et puis cette boule en a touché d'autres et a amené un grand mouvement sur l'ensemble des positions en Europe et que les pays dont vous dites qu'ils ne veulent pas discuter, en réalité, la question, c'est qui ne veut pas discuter dans ces pays-là? Quand on est en Grande-Bretagne, on est vraiment immergé dans un discours sur le racisme structurel, sur l'esclavage, des choses comme ça. Donc, les musées ne veulent pas en parler, mais tout le reste autour des musées, on en parle de ces questions. Et donc, il faut bien regarder. Moi, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a plutôt une solidarité générationnelle sur ces questions-là, c'est-à-dire que ce n'est pas des pays qui ne veulent pas en parler, c'est certains acteurs, certaines administrations, certaines institutions qui ne veulent pas parler et qui sont souvent poussés par leurs opinions publiques, qui sont forcés à aborder les questions. Je vis pour ma part à Berlin et je vois bien qu'en Allemagne, personne ne voulait en parler il y a 5 ans de ces questions. Mais personne, c'était sous une chape de plomb. Et parce que, par les réseaux sociaux, par la presse, par cette boule de billard arrivée du côté français, parce que d'autres ont bougé, les Allemands ont été obligés de bouger. Ils sont en train de mener des négociations pour des restitutions importantes au Nigeria, par exemple. Et puisque vous avez évoqué plusieurs fois le Portugal, qui est, dans votre cas, celui qui peut-être ne veut pas parler, je pense que la question des musées est un bon biais pour entrer dans ces questions. J'ai regardé tout à l'heure dans les inventaires du musée du Quai Branly combien de pièces venaient du Mozambique dans les collections actuelles du Quai Branly. On pouvait s'y attendre, elles sont peu nombreuses, parce que ces musées ont collectionné dans leur colonies respectives. C'est-à-dire qu'en Allemagne, vous allez trouver un patrimoine camerounais considérable. En Grande-Bretagne, le Nigeria est très présent et le Ghana. En France, c'est plutôt l'actuel Mali, l'actuel Sénégal, l'actuel Bénin, etc. Donc, il faudrait, pour adresser cette question, savoir où au Portugal, est-ce que d'abord, il y a eu, et c'est très probable, des extractions culturelles, de biens culturels massives au profit du Portugal, et où aujourd'hui au Portugal, dans quelles collections sont conservées ces pièces. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut mettre le musée au centre de discussion, parce que les musées, c'est fait pour montrer, c'est fait pour exhiber, le terme d'exhibition, d'exposition. Et donc, ça montre ce qui s'est passé dans le passé, mais comment on peut changer dans l'avenir. Et donc, en effet, je pense qu'un pas important serait d'obliger les musées, s'ils ne veulent pas le faire, et je ne connais pas assez bien la situation au Portugal pour le savoir, à être transparents sur ce qu'on appelle les provenances, sur la manière dont ils ont constitué leur collection. Et puis, parfois, on a des surprises. Parfois, on pense qu'il y a eu grande accumulation et il n'y a pas eu. Ça peut arriver aussi parce que ce sont les religions, les religieux, les missions, etc., qui ont agi. Et dans ce cas-là, les interlocuteurs sont le pape, par exemple, ou des congrégations religieuses. Et sur l'Angleterre, j'aimerais vraiment rebondir sur ce que Bénédicte a dit. Effectivement, le pays a une réticence, le pays à ouvrir le débat, mais il y a plusieurs acteurs institutionnels qui
qui sont en train de fissurer la chape de plomb. Exemple, à cet égard, il y a le Jesus College de Cambridge et le Museum of Aberdeen qui ont restitué des bronzes du Bénin. Donc, il y a des institutions qui restituent, donc le British Museum, non, mais il y a d'autres institutions qui le font. Et si on regarde la Grande-Bretagne, c'est de là que proviennent le plus grand nombre d'objets qui ont été restitués à l'Éthiopie. Des objets qui ont été pris après la bataille de Magdala en 1868 par les troupes britanniques. Donc, il y a aussi ce biais-là à regarder. Donc, je pense qu'il faut regarder les espaces, pas de manière monolithique, et voir à l'intérieur d'un pays qui officiellement n'ouvre pas le débat ce que font les acteurs institutionnels qui ne sont pas liés à la parole du pays et quels sont les mouvements qui se dessinent, qui peuvent un jour peut-être devenir tectoniques. Donc, je pense qu'aucun espace ne sera épargné par cette question-là, en fait. Et j'aime bien la métaphore de la boule de billard. Quand quelque chose craque sur cette grosse banquise-là, les effets peuvent donc venir de différents lieux et de manière inattendue et s'accélérer aussi de manière inattendue dans le temps. Je pense qu'il y a des solidarités générationnelles, en tout cas en Europe, qui n'ont vraiment aucun rapport avec les frontières. Et quand Felwine évoquait les collèges de Cambridge, l'université d'Aberdeen, on peut aussi parler du Pitt Rivers Museum qui appartient à l'université d'Oxford. On voit que c'est là où il y a des étudiants. C'est souvent donc les endroits où les publics sont plus jeunes, qui ont un moyen de pression. Et donc, à mon avis, et vu de Berlin, il y a vraiment une grande solidarité transcontinentale même, entre les moins de 30 ans, disons, qui seraient plutôt favorables à du mouvement, et peut-être les plus de 60 ans ou plus de 70 ans qui parfois sont plus sceptiques, y compris parfois, en tout cas c'est mon expérience dans la République du Bénin, qui, eux, ont le plus de doutes sur le bien fondé de ce genre de restitution. Donc les plus âgés seraient plutôt réticents au changement, je caricature, et voilà, mais tout ça de manière transnationale et pas du tout nationale, à mon avis. Oui, chers amis, bon, je voudrais, si c'est possible, demander la route, parce que là-haut, mes collègues sont en train de... Oui, il y aura une révolution dans le musée. Bon, enfin, il n'y aura pas de révolution, mais bon. Bien sûr, bien sûr. Oui, je pense que c'est possible, oui. Je voudrais peut-être insister sur un point. Bien sûr. Il faut que vous donniez la route à notre grand frère et que vous lui disiez que vous lui donnez la route pour qu'il puisse s'en aller. Bien sûr, c'est à vous, monsieur, oui. Je vous donne, oui. Bon, donc, vraiment, je sais pas, je vais enregistrer le reste et puis je le suivre et puis je reviendrai à vous toutes et à tous. Et merci de m'avoir invité à cette rencontre où j'ai beaucoup appris aussi. Et merci Amadi aussi pour les fruits de la route que tu nous as livrés. Merci à vous et bonne chance pour la suite. Merci. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Je voudrais peut-être insister sur le point de la recherche parce que vous avez parlé, Felwine, de rapports qui sont en français, mais qui est traduit aussi en anglais. Mais on n'a pas beaucoup de recherches, en fait, sur cette thématique-là. On parle souvent de restitution, on pense à Vodou, en fait. Il faut être honnête aussi. Bénédicte, Felwine. Mais quelle place pour la recherche, en fait, d'ici 5 ans? Est-ce qu'on va rester toujours dans le rapport et quelques articles scientifiques sur l'Afrique? On est où, véritablement, sur la recherche sur cette thématique-là? C'est une grande question que tu poses, Dacio. Le sentiment que j'ai eu, c'est que quelques temps après le rapport, en tout cas, j'ai rencontré beaucoup d'étudiants en master et des gens de la diaspora qui voulaient travailler sur la question. Tu vois, et je pense que Bénédicte aussi a dû avoir beaucoup de demandes, etc. etc. Donc, en tout cas, moi, j'ai senti qu'il y avait un regain autour de la recherche, autour de cette question, mais j'ai noté qu'il venait des diasporas africaines, européennes, principalement. Il y avait même des étudiants qui étaient en master, qui ont déjà écrit des petits mémoires, et il y a des étudiants qui veulent faire des thèses. Et j'ai l'impression qu'en fait, justement, puisque le débat est revenu au devant de l'actualité, qu'il va générer, tu vois, une recherche importante. Il ne faut pas oublier que, par exemple, je sais qu'au Bénin, lorsqu'on a été là-bas, je me suis rendu compte, mais je pense que Bénédicte a un groupe de dialogue, de recherche avec des chercheurs du Cameroun, de l'ancien espace, on va dire, colonial germanophone. Et je pense qu'il y a un certain nombre de chercheurs sur le continent qui ont déjà pris en charge la question depuis assez longtemps, sauf qu'ils n'étaient peut-être pas audibles. Et puisque la question n'était pas au devant de la scène, on ne se rendait pas compte que ce travail-là existait.
Donc, je pense qu'il y a déjà ce biais-là duquel il faut sortir, se rendre compte d'un travail qui existe déjà dans le continent, dans plusieurs lieux, mais qui n'avait pas l'écho qu'il aurait dû avoir du fait que la question n'était pas au devant de la scène. Mais je pense aussi que cette question, elle va susciter de la recherche de part et d'autre, quoi. Et j'espère qu'en tout cas, les universités africaines vont prendre le train en marche un peu plus qu'elles ne le font, selon les lieux, dans les facs d'histoire de l'art, d'archéologie, etc., etc., etc. Et je pense qu'il y aura un mouvement qui est généré. Mais en tout cas, moi, j'ai déjà senti un frémissement, cette question-là, mais qui, en tout cas, venait du côté de la diaspora africaine, plus que des jeunes chercheurs du continent. Compte non tenu des chercheurs du continent qui travaillent déjà. Je pense que je vais laisser Bénédicte continuer sur ce point-là. Non, je suis tout à fait d'accord et je partage les observations de Felwine. Je dirais peut-être, j'ajouterais peut-être juste un aspect, le fait que très probablement la recherche va s'orienter de plus en plus dans des travaux collectifs plutôt que des travaux individuels, avec un certain partage des tâches. Il se trouve que pour travailler de manière universitaire, et ce n'est pas la seule manière de travailler sur ces questions, j'y reviendrai tout de suite, mais pour travailler de manière universitaire sur ces questions, il faut avoir accès aux archives qui permettent de reconstituer l'histoire des collections. Or, cet accès est difficile, même quand on vit à 2 pas d'un musée. Tous les musées n'ouvrent pas leurs archives. Donc, je pense que le partage des tâches qu'on observe, en tout cas à Berlin, et Felwine évoquait le groupe de travail important qu'on mène avec l'université de Chang au Cameroun, c'est que ceux qui sont à proximité des archives et qui ont un accès, c'est-à-dire plutôt généralement ceux qui sont sur place à Berlin, à Paris, etc., vont faire ce travail nécessaire d'introspection et de transparence et donner les informations aux collègues, soit que les collègues viennent chercher aussi dans les archives, soit qu'on leur envoie le plus possible d'informations pour que le travail puisse être possible. Et donc, Felwine a absolument raison quand il dit que ce travail existait déjà, mais qu'il n'était pas toujours audible. Mais parfois, il était entravé par les difficultés d'accès aux informations. Et ça, je pense que dans les configurations collectives qu'on a maintenant, on forme des tandems binationaux jusqu'à maintenant, mais qui permettent d'extraire les informations gardées cachées par les musées pendant longtemps pour les rendre vivantes et pour les partager. Ça, c'est une chose. Et j'aimerais ajouter aussi, juste pour compléter ce que disait Felwine, qui était tout à fait juste, l'idée, l'observation selon laquelle on voit se développer de plus en plus des recherches dans le domaine artistique, ce qu'on appelle artistic research. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la manière universitaire de faire de la recherche, il y a aussi d'autres biais. Et on voit de plus en plus de jeunes artistes, et ça me paraît être particulièrement fort sur le continent africain. J'en connais quelques exemples au Bénin et au Cameroun qui, de manière artistique, se posent ces questions, les mettent en scène, les mettent en espace artistique, mais aussi cinématographique. Et puis Felwine est très bien placé pour évoquer aussi même la question de la danse, puisqu'il existe des chorégraphes célèbres. Je te repasse la parole, Felwine, qui traitent de ces questions sur un biais inattendu, mais qui fait lui aussi avancer les choses. Il n'y a pas que cette recherche avec ces épistémologies européennes de listes, d'inventaires, de tableaux, de reconstitution d'expéditions punitives, etc. Ça, on le fait. Et de notre côté, on appelle ça la restitution du savoir. On rend le savoir, pas seulement les objets, mais le savoir qui leur est lié. Mais il y a plein d'autres formes tout aussi efficaces et intéressantes, je dirais. Féminin, quelque chose? Oui. En fait, sur la recherche artistique, Bénédicte, tu as absolument raison. Il y a un danseur congolais qui s'appelle Faustin Lignekula qui a entrepris un cycle de chorégraphie autour d'un objet et qui a suivi le voyage de l'objet et qui a tout un travail de réflexion et de production de sens. Et lorsqu'on dit qu'il faut renouveler les imaginaires autour de ces objets et les inscrire dans une contemporanéité et repenser les sens et réinventer les métaphores et les significations, ben les artistes sont extrêmement bien placés pour justement extraire ces objets d'anciennes significations et de les remettre dans les forges des imaginaires et des nouveaux sens. Et ça, c'est un travail de savoir, de rapport à l'objet, de production de sensible et de l'intelligible. Et je pense que cette recherche-là, elle doit être aussi prise au sérieux et être mise sur le même pied d'égalité, faire de l'objet, bien évidemment, un objet qui nous renseigne sur l'histoire, sur sa biographie, sur son parcours, sur sa matérialité, mais en faire aussi un objet qui produit des sens inattendus. Et là, les artistes sont absolument importants et fondamentaux pour ça. Oui, nous nous rapprochons de la fin de notre débat, mais je voulais peut-être insister sur une petite question avec vous, Bénédicte, parce que vous avez insisté peut-être à 2 reprises sur cette question de l'avenir.
Ça, c'est l'avenir. Il faut penser à l'avenir. Nous sommes en train d'aller devant, mais il ne faut pas retourner derrière tout ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait, penser à l'avenir, aller au-delà? Pour moi, c'est moins penser l'avenir que laisser advenir, c'est-à-dire s'ouvrir à des possibilités différentes de celles auxquelles nous nous sommes habitués dans ces contextes muséaux depuis 200 ans. On a une idée du musée ou on a une idée de la conservation, Felwine le disait tout à l'heure, et d'autres idées sont possibles, surtout dans notre siècle, au début du 21e siècle, avec d'une part ces savoirs traditionnels qui continuent d'exister, mais aussi des technologies nouvelles, des idées nouvelles. Voilà. Ici, pour moi, donc, l'avenir de ces collections, c'est le laisser advenir. Et je parle peut-être un peu du point de vue européen, là, c'est-à-dire, je parlais tout à l'heure de lâcher prise, mais laisser advenir, c'est aussi quelque chose que souvent on a du mal à faire dans les pays européens, c'est-à-dire que tout doit être toujours, avoir une feuille de route, savoir ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer avec les objets, quand, machin, voilà. Or, laisser advenir, c'est se dire, voilà, ils repartent, et par leur présence physique, parce qu'ils ils repartent d'ici, mais ils reviennent chez les autres, et par leur présence physique, ils vont générer, ils vont catalyser des choses que nous ne connaissons pas. Eh bien, tant mieux. C'est ça l'avenir. C'est de se laisser surprendre par ce qui va arriver. C'est comme ça que je vois les choses et il me semble que les cérémonies auxquelles nous avons assisté, Felwine et moi, autour du 10 novembre, montraient exactement ça. Les questions surprenantes, ce sentiment de responsabilité que j'ai, pour ma part, presque senti physiquement à Cotonou, quand on sentait que nos interlocuteurs, maintenant, avaient ces objets-là, ce sont les leurs, ils en ont la garde, pas seulement pour le temps de leur vie, mais pour leurs enfants, leurs petits-enfants et ceux d'après. Et on sentait ce sérieux, j'appelle ça un sérieux joyeux en quelque sorte, mais pas une sorte de manière sérieuse d'embrasser ce challenge avec tout ce qui est possible et tout ce qui est lié. Pour moi, c'est pour ça que tout ce mouvement historique est un mouvement de vie. Felwine, est-ce que le mouvement s'arrête là? Il faut continuer à devenir comme des bénédictes? Oui, j'aime bien l'image de Bénédicte de laisser advenir, parce que généralement, ce qu'on veut faire dans notre tentative de maîtrise du temps, on veut configurer les futurs. Et souvent, les futurs sont non configurables. Les futurs adviennent dans des formes qui ne sont pas celles que nous avons prévues. Et généralement, lorsqu'on se projette dans le futur, on se projette dans des scénarios tendanciels, ce que nous avons déjà vu dans le passé, fait dans le passé, et ça va se prolonger. On a du mal à considérer que l'avenir, c'est un espace de surgissement des possibles. Les possibles peuvent surgir. Et dans notre angoisse et notre désir de maîtrise des temps futurs, on a toujours ce désir de configurer avec précision les temps qui viennent. Et je pense que si on considère que les objets sont des ressources, donc mis dans des lieux donnés, mis dans des espaces donnés, mis dans des configurations données, on peut estimer que ces ressources-là produisent des effets. Et justement, l'année de remise du rapport, je pense que c'était 2018, novembre, donc en juin de l'année 2019, Bénédicte avait organisé un colloque au musée, au Collège de France, qu'elle avait nommé Musée Utopia. Et l'idée, donc il y avait une réflexion sur le musée, mais l'idée de Topia, tu vois, l'idée d'un lieu qui n'est pas encore, d'une forme qui n'est pas encore, et d'une pluralité de possibilités de formes, et à l'intérieur de ces formes, de contenu, de sens, etc., etc. Donc je pense que comme ça aussi, c'est une production d'avenir. Donc du coup, bien évidemment, il y a des discours qui sont issus du patrimoine, du savoir sur ces objets, ou du savoir déjà accumulé. Peut-être devions-nous être attentifs aux productions épistémiques de savoir, aux productions sémantiques, sémiotiques, artistiques, métaphoriques, imaginaires, nouvelles, qui seront celles des objets mis dans des contextes différents et ouverts à plusieurs vents. Et c'est peut-être là que les choses sont vraiment intéressantes. Et nous se mettrions à nouveau à leur école et nous apprendrions d'eux plutôt que d'être des individus qui donnent l'impression que nous savons déjà tout ce que ces objets ont à nous dire, quoi, et à nous apprendre. On reste avec vous, Felwine, juste 2 minutes pour la conclusion. Non, je suis très heureux de cette discussion-là et je suis hyper heureux, même si on n'a pas parlé en français, de parler dans une résonance de l'Afrique dite lusophone, quoi. On va voir le sous-titrage d'ici aussi. Voilà. En portugais.
Bah, Bien super, sûr. super. Et je trouve que c'est absolument fondamental que justement, quoi, à travers la traduction, je veux dire, on puisse ne pas faire des frontières linguistiques, des frontières épistémologiques, quoi, et que les idées circulent dans ces, et que les idées se brassent, et que justement, quoi, que les préoccupations qui soient les nôtres soient partagées de part et d'autre du continent, tu vois, du Cap de Bonne-Espérance à l'Afrique du Sud, en passant par l'Afrique australe et toutes les Afriques, quoi. Donc, je suis très, très heureux de ça. Et je suis très heureux d'avoir eu l'opportunité de converser avec Bénédicte et Amady Bokoum et de revoir mon vieil ami Laurent, quoi, et de promettre une visite prochaine au Mozambique. Voilà. Bien sûr, vous serez le bienvenu. Bénédicte, 2 minutes de conclusion. Pour moi aussi, cet échange a été très fructueux, très heureux pour les raisons qu'a évoquées Felwine, des raisons d'amitié d'une part, mais donc et le plaisir de discuter avec Felwine, avec Amady Bokoum, et puis de revoir aussi pour ce qui me concerne Laurent Pérez-Vidal. Mais j'ajouterais que pour ce qui me concerne, j'ai été assez touchée aussi, ou très touchée que ce soit vous qui avez été présenté comme un étudiant, c'est-à-dire quelqu'un qui va avoir cette responsabilité-là dans les années qui vont suivre et qui va passer le relais ensuite lui-même, vous, à d'autres plus jeunes, que ce soit vous qui ayez si bien modéré cette discussion, parce que d'abord, c'est très difficile à faire, et que d'autre part, je suis persuadée que c'est la génération de ceux qui vont vivre avec ces objets, c'est-à-dire c'est presque la génération des enfants pas encore nés pour lesquels nous travaillons aujourd'hui. Et donc l'idée que ce soit vous, appartenant à une génération postérieure à la nôtre, qui ayez instauré ce débat pour l'espace lusophone me plaît beaucoup et me paraît faire sens dans les questions qui nous occupent de passage du patrimoine ou du matrimoine de génération en génération. Et je m'associe aux félicitations de Bénédicte pour la manière dont Dercio a mené cette conversation, de main de maître, quoi. Merci infiniment, Bénédicte, Felwine et Amadou, qui n'est pas là avec nous, mais il est toujours avec nous dans nos esprits. Merci infiniment au partenariat, encore une fois, aux hommes et aux femmes qui ont été là depuis le mois d'octobre pour organiser tous ces débats-là. Et merci à vous, encore une fois, pour ce cours magistral, et pour moi-même, en tant que doctorant, mais aussi en tant que citoyen du pays Mozambique, mais aussi des Afriques. Bien sûr, c'est une discussion à continuer. On ne s'arrête pas là avec ce débat d'1 heure et demie, mais c'est toujours à discuter, c'est toujours à continuer. Merci à vous, monsieur le conseiller, d'avoir permis que nous soyons là aujourd'hui. Mais bien sûr aussi, il faut que, je vous dis que d'ici quelques mois, on va continuer cette thématique-là. Ce sera au mois de février avec le cycle du cinéma. Ce sera bien sûr au Mozambique et à Maputo. Et n'oubliez pas que ce débat-là sera disponible avec le sous-titrage en portugais. Oui, en portugais. Dans la même page du CCFM de Mozambique. Et je vous dis obrigado et à très, très bientôt. Un grand merci. Merci beaucoup, Dercio, pour cet exercice qui n'était pas simple, facile, mais je trouve aussi que vous en êtes très, très bien sorti. Un grand merci à vous. Merci également à Bénédicte Savoie, à Felwine Sarr, à Amady Bokoum, que j'ai encore eu vraiment beaucoup de plaisir à écouter. Merci d'avoir à nouveau ouvert le champ des futurs pour se réinventer ensemble. C'est important, le dialogue que l'on entretient à ce niveau-là. Et puis, bien évidemment, tout ouvert à écouter les résonances de vos propos dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, parce qu'il faut pouvoir aussi réfléchir, digérer tout ce que vous nous avez dit, tout ce que vous nous avez appris aussi. Mais vous nous avez appris l'essentiel, c'est-à-dire à écouter. Et je crois que c'est ça le début d'une autre humanité que l'on souhaite tous. Un grand merci. Et puis, promis, on va vous faire venir ici pour des débats passionnés avec les intellectuels, les chercheurs, les artistes mozambicains. Je voudrais à ce propos, et pour conclure, remercier tous les organisateurs et également Maeva qui, au CCFM, a fait un travail remarquable pour organiser cette soirée. Et puis, une pensée toute particulière pour Katharina Simão, qui a permis l'organisation de ce cycle de débats et ce 5e qui vient conclure justement cette série. À très bientôt, les amis, de vous retrouver. Et merci encore du fond du cœur.